regard sur l'Afrique, c'est le thème que nous allons aborder tout de suite. Le nombre d'habitants sur le continent africain est actuellement de 1 milliard et atteindra le double d'ici 2050. Quels sont les réels besoins et attentes sur ce continent en plein essor? Quels sont les enjeux économiques liés à ses ressources humaines et à sa richesse? Eh bien, pour en parler, je reçois 3 invités. Vous allez voir des experts, notamment Karine de la Guéronnière. C'est comme ça que ça se prononce, Guéronnière, pardon. Vous êtes la présidente de African Cave for Action. Bonjour et merci d'être ici. On développera dans un instant votre action. Nous avons le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche du Togo. Bonjour, monsieur Noël Bataka. Bonjour. Bienvenue en France. Merci. Le voyage s'est bien passé? Très bien, merci beaucoup. Alors bien près du micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre. Et puis nous avons Harry Bouadana. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur et directeur général du YAD Engineering. C'est ça. Au Maroc. Exactement. Et puis vous allez nous parler de cette expérience que vous avez sur le développement en Afrique. Nous sommes un fonds d'investissement. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous développer le concept? Écoutez, nous sommes un fonds d'investissement 100% africain et nous accompagnons des investissements privés ou semi-privés en partenariat avec les États pour des projets dans l'agro-industrie. D'accord. Et vous, dites-nous un petit peu en quoi votre rôle est très important en Afrique. Écoutez, après avoir passé 7 ans en tant que vice-présidente du groupe Roulier, qui est un grand groupe agro-industriel qui fait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires, qui est un groupe international, j'ai sillonné l'Afrique et j'ai décidé de créer ma propre structure pour rapprocher en fait des fonds d'investissement et des gens qui souhaitent investir avec des projets très concrets qui sont aujourd'hui mis en place et demandés par les États. Les chefs d'État que j'ai rencontrés durant ces dernières années sont aujourd'hui à la recherche non pas de solutions techniques, mais de réels partenaires. L'avenir, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et il y a des cas très très concrets de structuration, comme peut nous en parler le secrétaire général du Togo. Donc vous, en fait, vous mettez en relation toutes ces professions, ces interprofessions, de façon à pouvoir développer au mieux les nouveaux produits. Exactement. Il y a une expression africaine qui dit qu'il faut savoir écouter ce qui ne se dit pas. Mon rôle, c'est d'avoir, on va dire, un troisième œil et d'aller sur le terrain pour essayer vraiment de comprendre et de sentir quels sont les besoins, oui, et de les mettre, aussi de repérer. Et c'est vraiment un travail de terrain et pas seulement au niveau des ministères. Alors, Monsieur Bataka, vous n'êtes pas là par hasard finalement à ce ministère puisque vous êtes ingénieur agronome. Je suis agronome de formation et j'ai commencé ma carrière en tant qu'agronome dans les champs. Et j'ai eu la chance de compléter cette formation dans des domaines de l'administration à l'ENA de France. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler aussi bien sur les volets agriculture que institutionnel. Donc, quel est votre plan de développement de l'agriculture que vous avez mis en place? Si vous permettez, je vais revenir sur l'intervention de Karine tout à l'heure. Oui, bien sûr. L'Afrique a amorcé un plan de développement qui n'a pas été vu jusqu'à présent par le monde entier. En 2003, lorsque les chefs d'État se sont retrouvés à Maputo et ont signé ce qu'on appelle le plan de développement détaillé de l'agriculture en Afrique, qui est le volet agricole du NEPAD, il s'est passé quelque chose. Parce que pour la première fois, les dirigeants de ce continent ont dit l'agriculture est l'avenir pour l'économie. Et par rapport à cela, ils ont pris l'engagement d'investir 10% au moins de leur budget dans le secteur. Et de faire en sorte qu'il y ait une croissance de 6% nécessaire pour réduire la pauvreté et tirer l'économie de ces pays-là. Avant, ce n'était pas pris au sérieux finalement. Avant, ce n'était pas du tout cela. Et en gros, rien ne s'est passé jusqu'en 2007, lorsque le Rwanda, pour la première fois, a élaboré un compact qui a fait signer. En 2009, le Togo a repris l'initiative à la faveur d'une clinique organisée par la CEDEAO face à la crise alimentaire. C'est en ce moment-là que le monde entier s'est rendu compte qu'il y avait un scandale. Le scandale, c'est qu'il y a un continent qui a un potentiel, 64% de son potentiel n'est pas exploité, mais qui souffre de la faim. Et pourtant, ce continent exporte de la matière première. Un vrai paradoxe finalement. À partir de ce moment,
tout le monde s'est préoccupé parce que la crise alimentaire doublée de la crise financière et économique a révélé la nécessité de traduire l'engagement que les chefs d'État ont pris en 2003 à Maputo en des faits concrets. Et là, le Togo, à l'instar des autres pays, s'est lancé dans un processus structurant d'élaboration d'un cadre fédérateur et a organisé une table ronde autour de ce cadre-là. Et ce cadre, c'est le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Donc il y a un réel avenir. Il y a un réel avenir dans l'agroalimentaire en Afrique. Ce n'est pas seulement qu'un avenir, c'est réel. Aujourd'hui, le Togo... C'est en ce moment même, ça exactement, se passe maintenant. Le Togo est un des seuls pays qui est autosuffisant en maïs et qui a même un surplus de maïs qui lui permet de gérer des stocks d'urgence pour la sous-région. Il en est de même sur d'autres agricultures. Donc il y a non seulement la prise de conscience, mais il y a des actions très concrètes qui permettent l'émergence sur lequel surfent également des fonds d'investissement. Mais justement, moi j'aimerais ajouter, vous savez, le Togo est un exemple et est un des rares pays qui aujourd'hui arrive à produire en excédent et à exporter. Mais dans 90% des cas, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale importent tous leurs besoins alimentaires. C'est absolument, je dirais, dramatique. Parce que quand on voit le potentiel et la capacité à produire localement, et personne ne s'y est mis encore. Et il faut dire, bien sûr, je reviens encore sur les financements, parce que personne n'a osé faire le pas. Et personne n'ose aller se mettre sur le terrain. Et pourtant, le potentiel est énorme. Alors vous êtes un peu le témoin de tout ça, puisque... Nous sommes déjà installés depuis presque 10 années maintenant. Nous avons des expériences qui ont très bien fonctionné. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'échecs enregistrés. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a vraiment une expérience sur le terrain et on voit qu'on n'est pas encore arrivé à 2-3% de ce qu'on aurait pu réaliser. Donc il faudrait vraiment se rendre compte sur place. Et l'exemple du Togo est vraiment un exemple. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place Nous avons près de 15 000 hectares de culture, de plantations. Alors, bien sûr, c'est des plantations locales. Nous cultivons le manioc. Et le manioc est développé pour être transformé, soit en farine pour les marchés locaux, régionaux, soit en amidon. Et nous exportons également sur l'Europe, même en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ces produits qui sont finalement fabriqués en Afrique. Quels sont les chiffres clés qu'on peut noter justement pour tout cet agroalimentaire? En 2007-2008, le Togo avait un bilan alimentaire de 87%. Sur l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essaséna Gnassingbé, le Togo a mis en place le PNIASA et on est passé d'un déficit de 13% à un excédent exactement de 13% après 3 ans. Parce que dans le cas du PNIASA, il y a eu un programme volontariste du gouvernement qui a commencé par mettre, avant on avait 7 000 tonnes d'engrais en gros par an, on est allé à 30 000 tonnes, ce qui a totalement transformé la structure productive et on a dégagé des excédents qui ont permis au Togo, taille relativement modeste, de livrer 30 000 tonnes de maïs au PAM pour soutenir les crises alimentaires au Sahel en 2010 et en 2012. Donc, annuellement, le Togo livre au moins 5 000 tonnes de maïs au PAM pour venir en aide solidaire pour les pays de la sous-région. Et aujourd'hui, le PNIASA, on est en train de travailler dans la structuration des filières pour créer les bases nécessaires pour la production. En termes d'investissement, nous étions quasiment à 0% d'investissement en 2000. On est arrivé à augmenter ces investissements-là à 6%. Ce qui est beaucoup. Du budget. Et en 2010, avec le PNIASA, on est arrivé à 9% de la part du budget consacré à l'agriculture, ce qui s'est traduit relativement rapide par ces excédents-là que nous générons aujourd'hui. On a des excédents en produits vivriers tels que les céréales, le maïs essentiellement, mais on a aussi d'énormes excédents pour les tubercules. Pour le manioc, 300 000 tonnes d'excédents par exemple pour le manioc annuellement, voire plus si on y ajoute les autres tubercules. Et donc aujourd'hui, c'est des efforts, c'est des investissements. Et comme Ariel l'a dit ou Karine l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe
qu'il faudrait revoir. 1 milliard d'habitants sur le continent aujourd'hui, c'est aussi un continent où il y a une forte transformation de la société économique et sociale, parce qu'il y a l'émergence de classes moyennes, donc qui dit émergence d'une classe moyenne dit demande alimentaire et diversification de ces demandes-là. Et malgré cela, il faut encore travailler pour arriver à subvenir à ce besoin-là et faire face à la demande mondiale. Parce que, comme vous le savez, en 2050, le besoin alimentaire va doubler. Et pour cela, il faut bien réussir à produire pour y subvenir. Et l'Afrique est un continent, est le continent où tout cela risque d'être possible. Ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Après toutes ces années d'expérience et d'analyse, quelle conclusion, quelle synthèse on pourrait en faire? Écoutez, je pense que l'image de l'Afrique est en train de changer. Et en interne, c'est-à-dire que même les Africains aujourd'hui prennent conscience de leur potentiel. L'image de l'agriculture est en train de changer. Et pas seulement à travers des proverbes ou des projections, mais dans le concret. Et je pense que plus on mettra en avant des projets qui sont fédérateurs et d'emploi, de développement économique, plus l'Afrique ira vite. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Afrique intègre des process, j'allais dire, de toute nouvelle génération. Oui, bien sûr. Et donc, ça va lui permettre d'aller encore plus vite. Quels sont les progrès à noter et à faire encore pour ces années à venir? Écoutez, des progrès, il y en a beaucoup encore à faire, mais moi je constate que de plus en plus de jeunes qui vont se former à l'étranger reviennent s'installer dans leur pays avec une volonté vraiment et une rage de vaincre, de surmonter. Donc c'est vrai quand Monsieur le secrétaire général dit qu'il y a ce changement déjà qui est opéré, cette classe moyenne qui est en train d'émerger, elle l'est déjà faite. Donc moi je dirais pas que l'Afrique c'est le futur, l'Afrique c'est aujourd'hui, c'est maintenant et il faut tout de suite y aller parce que le développement a commencé, la société a déjà changé et on le constate tout de suite partout où on va en Afrique. Et les gouvernements aujourd'hui soutiennent ce développement. Tout à fait, les gouvernements soutiennent. C'est le cas du président Faure qui initie énormément. Togo, le président de la République a dans son discours à la veille de l'indépendance structurer la vision à l'horizon 2030 pour le pays en le fondant sur le premier pilier de relance qui est l'agriculture, en voulant faire du pays un pays modèle, un pays émergent avec la transformation de l'agriculture. Oui. Ça, c'est un engagement fort, c'est une orientation très forte. Et comment est-ce qu'il le traduit? Il ne dit pas que des mots, il ne fait pas que des discours, il mobilise tout l'appareil productif du gouvernement, il mobilise l'expertise internationale pour réfléchir. Et aujourd'hui, il a défini 6 initiatives phares pour soutenir cette vision-là et travailler dans la transformation. Et donc, comme Marie l'a dit, aujourd'hui, l'engagement des gouvernants et des dirigeants sont là. La volonté y est, il y a un plan de structuration qui se développe. Dans le cas du Togo, par exemple, on travaille pour la structuration des producteurs sur les piliers de la production et on n'a besoin que de partenaires. Ce n'est plus de l'aide au développement. On a besoin d'investissements directs étrangers et là aussi, on travaille sur des modèles qui peuvent permettre à ce que les bailleurs qui ont vu l'Afrique entre-temps comme un continent où il faut apporter que de l'aide, on envoie des pôles de développement, des réserves de croissance pour les autres continents. L'Afrique, c'est 6% de croissance en moyenne. Si je prends l'espace CEDEAO, c'est 6 à 8%. Aujourd'hui, la croissance existe. La croissance, elle, commence par être inclusive parce qu'on travaille dans la structuration des investissements sur des pans qui ont été délaissés dans le passé. C'est l'agriculture essentiellement. Ce sont les infrastructures. Et aujourd'hui, c'est des partenaires dont on a besoin pour véritablement donner un peu plus de profondeur à tout ce travail de fond qui se fait. Alors, on arrive au terme de cette émission. Pour conclusion, quel serait le message qu'on pourrait donner à toutes ces personnes qui ont envie d'investir pour l'Afrique et pour justement que ça se développe encore plus? Quel serait le message qu'on pourrait leur donner? Moi, j'ai envie de leur dire déjà, je les invite à venir sur place, à s'imprégner de la culture, à voir un peu sur le terrain les différentes opportunités et d'elles-mêmes, elles constateront que vraiment le potentiel existe et il n'y a plus qu'après travailler et le sérieux et le suivi amènent à des résultats positifs dans tous les cas. J'en suis persuadé. Karine, votre conclusion? L'expérience, il faut oser. Oser. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici
Et je pense qu'ils comprendront ce message. Il faut oser, ils ne seront pas déçus. Moi, je dirais qu'il faut venir voir, parce qu'on lit, on entend, le Togo n'a pas la chance d'être visible dans les médias internationaux. Le Togo n'a pas la chance d'être regardé sous l'angle des efforts qu'il a entrepris depuis 6 ans, sous la houlette du chef de l'État actuel. Il y a une volonté politique, il y a une vision et il y a des acteurs qui travaillent aussi bien de la profession que des entrepreneurs privés locaux. Mais tout ceci ne peut être transformé que par des partenaires qui veulent véritablement avoir de l'intérêt. Et nous offrons des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est l'occasion de profiter au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage du Togo pour remercier le CIAL pour cette opportunité qu'il nous a offerte pour donner un peu de visibilité sur ce que nous faisons. Quand on ne vient pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Le Togo, c'est une clé d'entrée dans un marché sous-régional de 350 millions. Et cela, ce n'est pas rien. Nous avons des infrastructures et nous travaillons sur beaucoup d'autres aspects. Pour illustrer, le Togo vient d'inaugurer la semaine passée un port en eau profonde, 15 mètres de tirant d'eau. C'est le port qui accueille aujourd'hui les bateaux de dernière génération. Donc vous avez un hub qui vous permet de rayonner dans cet espace communautaire. Merci, merci à vous d'être venus depuis le Togo pour nous ici sur le Salon du CIAL, et bien pour nous donner un nouveau regard sur l'Afrique qui est, somme toute, très positif. Merci à vous.